Et l'un des 4 porte-paroles du collectif universitaire Arclox, professeur de philosophie à l'Université de Strasbourg, et qui va présenter nos 2 autres philosophes invités pour une table ronde sur la crise de la démocratie, la crise des identités. Voilà, ce sera vite fait. Il marche pas? Oui, ça va. Oui, bah donc à ma gauche, je dis ça sans aucune attention politique. À ma gauche, donc, voilà, pourquoi pas. Oui, c'est méchant pour à droite. À ma gauche, donc Christian Ferrier, donc qui est un collègue de classe prépa à Fustel de Coulanges, et donc à ma droite, excuse-moi, Stéphane Kerjobodox, qui est donc aussi prof de classe, en classe de prépa au lycée Kléber. Donc on est un trio de philosophes. Là, j'occupe le centre. Donc, rapidement, bon, oui, on a choisi ce sujet, crise de la démocratie, crise de l'identité, qui clore cette nuit de l'amitié et la tolérance. Bon, rapidement, parce qu'il est déjà bien tard et vous êtes tous un peu fatigués, mais finalement, en fin de compte, je crois que c'est moi qui proposais ce sujet, mais ce n'est pas mon sujet. Parce que crise de la démocratie, dit comme ça semble sous-entendre qu'il y aurait eu une époque, un âge d'or glorieux, dans lequel la démocratie aurait fonctionné, la Troisième République, je ne sais pas, enfin, une époque où la démocratie athénienne, enfin, une époque dans laquelle la démocratie aurait existé, aurait été conforme à son essence, et puis pour des raisons obscures, elle serait rentrée en crise, et aujourd'hui, ça c'est certain, on serait dans la crise. Et ça ne me paraît pas du tout la bonne manière de poser le problème. Il n'y a sans doute jamais eu d'âge d'or de la démocratie. Au fond, la crise, c'est la manière d'être démocratie, c'est son mode d'être fondamental. La démocratie, si on la prend au sens qui paraît le plus juste, hein, au sens vrai de la démocratie, est crise, et aussi donc mise en crise des identités. Donc en ce sens-là, bon, l'exercice même de la démocratie, c'est la crise des identités. Et je vais essayer de rapidement, le plus rapidement possible, de donner quelques pistes pour lancer la discussion. On va passer la parole à ma gauche et à ma droite, et puis qu'on puisse lancer un peu le débat. Bon, qu'est-ce que la démocratie ? Je pense que d'abord, il faut se garder d'un contresens. C'est une opinion commune, une opinion vraiment écrasante, indiscutée, que nous vivons dans un État démocratique. Nous sommes en démocratie. Donc la démocratie s'identifie à un régime qu'on peut caractériser de différentes façons, par sa constitution, état de droit, liberté d'expression, pluralité des partis, alternance, etc. Mais je crois qu'il faut défendre la position opposée. Enfin, la démocratie ne se réduit jamais à un régime, à une institution, à un mode de gouvernement. D'abord, bon, si on revient au sens initial, démocratie, démocrate, démocratie, c'est du grec. Au départ, chez les Grecs, c'est une insulte. C'est une insulte haineuse. On traite de démocrates des gens qu'on n'aime pas, des gens qu'on veut stigmatiser. Le régime d'Athènes se définissait pas lui-même comme démocratie, il définissait comme isonomia, égalité de tous devant la loi. Alors, qui étaient les démocrates ? Eh bien, des gens que les aristocrates, que les nobles, que les gens bien nés, les gens des beaux quartiers, bon, pour reprendre ce que disait Maya tout à l'heure, stigmatisés, parce qu'ils voyaient là la volonté, pour eux, pour les aristocrates tout à fait scandaleuse, immonde, de donner le pouvoir, kratos, au démos, hein, c'est-à-dire au peuple. Je crois que là, on est au fond du problème. Donc voilà, j'ai oublié cette dimension insultante du terme démocrate. Dans les ligues fascistes d'entre-deux-guerres, on parlait de la démocratie, la démocrasseuse. Voilà, je crois qu'il faut garder cette idée-là pour lutter contre l'exténuation de la notion. C'est tellement évident que la démocratie est le meilleur des mondes, comme dirait Pangloss, qu'on est tous en démocratie, que donc on est dans le meilleur des mondes et donc très heureux, qu'il faut donner, il faut rendre à ce terme son tranchant initial, hein, sa dimension d'insulte. Parce que le démos, c'est avant tout ceux qui n'ont pas le pouvoir. Hein, c'est le petit peuple avant tout. C'est le petit peuple, c'est-à-dire ceux qui sont privés du pouvoir et ceux qui n'ont aucun droit, aucun titre à exercer le pouvoir, par opposition aux meilleurs, Aristote, donc ça donnait aristocratie, le pouvoir des meilleurs, ceux qui pensent que, pour certaines raisons, ils ont le droit absolu d'exercer le pouvoir, parce qu'ils sont bien nés, parce qu'ils sont de la classe dominante, ou variantes parce qu'ils sont les plus riches, ou variantes parce qu'ils sont les plus savants, les plus experts, qui connaissent la science du politique, c'est ce que Platon avait tenté d'imposer. Alors face à ça, bon, le démos, c'est la masse, passer du grec au latin, c'est la plèbe, plebs, ou le prolétariat, c'est aussi un terme latin, qui pendant un certain temps, sans doute fini aujourd'hui, a pu représenter pendant un siècle ou deux la figure dominante, la figure majeure du démos en ce sens-là. C'est-à-dire le pouvoir des sans-pouvoirs. Voilà, c'est le sens initial de la démocratie. Pouvoir des sans-pouvoirs, par des sans-parts,
Et donc, bon, c'est quelque chose qui vient brouiller déstabiliser, perturber l'ordre naturel dans lequel ceux qui ont le pouvoir pensent qu'ils l'exercent forcément, nécessairement, parce qu'ils en ont le droit, et que ceux qui ne sont pas au pouvoir, le petit peuple, n'a aucun droit à l'exercer. Bon, donc la démocratie, c'est ça, c'est l'irruption du démos sur la scène politique, et donc tout ce qui vient perturber, qui vient brouiller, qui vient mettre en crise, qui vient interrompre le fonctionnement normal des institutions. Je crois que c'est la meilleure manière de penser, au sens authentique, au sens vrai et originaire, la démocratie, c'est cela. Non pas un régime, non pas une institution, mais quelque chose qui est de l'ordre d'une dynamique, d'un processus, et plus encore d'une irruption, d'une interruption, et donc d'une mise en crise. Quelque chose qui est de l'ordre de la déstabilisation. La désincorporation, je voudrais rajouter une autre idée, parce qu'au fond, l'ordre qui fonctionne bien, l'ordre qui marche, l'ordre politique non démocratique, l'ordre dans lequel les bien-nés exercent les meilleurs, les plus riches, ou les plus savants exercent le pouvoir, cet ordre-là, déjà chez les Grecs, et dans de très nombreuses sociétés humaines, aussi bien en Inde, aussi bien dans d'autres sociétés, pas toutes, mais un grand nombre, c'est toujours présenté comme un corps. Comme un corps dont les dirigeants sont la tête, dont les guerriers, par exemple, la police ou l'armée sont les bras boxeurs, on parlait de la boxe tout à l'heure, enfin les bras combattants. Et puis bon, après il y a la classe productive, ça peut être le ventre, voire le sexe éventuellement. Et puis tout en bas, il y a les pieds sur qui repose tout l'édifice, c'est-à-dire les serviteurs, les esclaves, le petit peuple, le démos. Mais un démos qui a sa place là, sa place bien signée, de ne doit pas bouger, à la place du pied, la place des membres d'en bas, des membres vils. C'est la grosse bête dont parle Platon, la grosse bête en une grosse tête, qu'il faut garder bien enchaînée pour qu'elle ne vienne pas interférer. Il y a toute une anatomie très étonnante dans certains textes de Platon. Là, il explique que pour le démiurge qui a créé le corps humain a bien pris soin de séparer la tête du reste du corps par un coup, une sorte d'isthme pour éviter que la tête qui dirige soit dérangée par les gargouillements du ventre. Bon, là, il a placé le thumos, le cœur, l'énergie. Là, c'est la place des guerriers. Pour bien séparer encore les guerriers du petit peuple, c'est-à-dire du bas-ventre, du sexe, l'estomac, etc., il a mis le diaphragme. Comment on sépare, dit-il, c'est intimé. J'ai toujours trouvé cette phrase extraordinaire. Il a placé le diaphragme entre le bas-ventre et les parties supérieures, de la même manière qu'on place une muraille pour séparer dans une maison la partie des femmes et la partie des hommes. Faire attention pour faire le lien entre tout ce qu'on est en train de dire ce soir. Donc voilà, bon, ce corps-là, à un moment donné, se désincorpore. Il est travaillé par un processus de désincorporation qui est sans doute aussi ancien que la cité elle-même. Pensez aux révoltes d'esclaves, pensez aux luttes des plébéiens contre les patriciens, pensez à toutes les insurrections paysannes, démocratiques qu'il y a eu dans toute l'histoire d'Occident, enfin les différentes hérésies millénaristes. Et puis je crois que le moment charnière, le moment décisif, où le grand corps commence vraiment à se désincorporer de manière totalement irréversible, irrécupérable, c'est 93. Je crois que c'est vraiment le moment où la tête du grand corps tombe sur l'échafaud. En l'occurrence, c'est la pauvre tête du pauvre Louis XVI, mais voilà, il incarnait dans son corps de monarque, il incarnait le corps total de la nation, le corps de l'État, le corps mystique du royaume. Lorsque sa tête tombe dans ce processus complexe, qui est la Révolution française, avec l'irruption aussi du démos sous la forme des sans-culottes, des sections populaires, etc., c'est le début d'un processus complet de désincorporation, d'où on n'est toujours pas sorti. Je pense qu'il y a eu toute une série de tentatives pendant 2 siècles pour réincorporer ce corps qui se désincorpore, pour refaire du corps d'une société qui est en train de s'émietter, de se décomposer. Mais à chaque fois, ces tentatives, je pense que le nazisme, le stalinisme, de différentes façons, tous les fascismes, sont des tentatives pour réincorporer un corps qui se désincorpore. Donc c'est des mouvements de réaction, de résistance à l'avancée, à la désincorporation démocratique. Mais pour nous maintenant, pour nous modernes, la démocratie prend l'aspect d'une dynamique de désincorporation. C'est-à-dire d'une dynamique qui déstabilise toutes les places fixes, d'un corps qui n'est plus corps, qui ne fait plus corps avec lui-même, d'un corps où la tête ne dirige plus, où les pieds ne portent plus le reste, etc. etc. Donc c'est là que la question des identités se pose de manière très forte. Puisque ce corps qui désincorpore, il interdit à quiconque d'occuper une place stable par nature au sein du corps politique. Et ça crée de la panique. J'aime beaucoup cette formule, les identitaires. Je ne sais pas quand est-ce que c'est apparu, le bloc identitaire, il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années. C'est très intéressant que l'extrême droite d'aujourd'hui, le fascisme d'aujourd'hui, se présente comme identitaire. C'est-à-dire comme défense forcenée d'une identité vécue comme menacée par l'éruption
on a racailles, des caïras, des musulmans, des homosexuels, etc. Bon. Et c'est pas un hasard non plus si la défense de l'identité sexuelle contre soi-disant théorie du genre est devenue le porte-drapeau que l'on sait, l'emblème de toute une série de mouvements depuis quelques temps. Voilà, je pense que c'est très très important tout ça, de penser ça. Et puis bon, on regarde un peu la carte électorale du Front National. Et c'était déjà le cas du temps de Le Pen, il y a une vingtaine d'années, là-dessus il n'y a pas de notification. C'est bon, Hénin-Beaumont, Forbach, et on descend vers le sud, là c'est tout le Var, le Vaucluse, les Alpes-Maritimes, etc. Donc la frontière du nord, la frontière de l'est, l'Alsace autrefois, on sait mettre en partie, c'est une belle zone d'influence du Front National, ça reviendra peut-être. Et puis bon, ça redescend vers le sud, alors là c'est très net, c'est là que c'est le plus intense, face à la Méditerranée, c'est-à-dire face à la menace du sud, à la menace de l'Afrique, le Maghreb, etc. Quoi. Bon, alors que bon, la Vendée, qu'on évoquait tout à l'heure, la Vendée d'où est originaire Samuel, la Bretagne d'où est originaire Le Pen, la Gironde, tous ces pays, ces vieux pays catholiques, terriens, etc., sont totalement immunisés, jusqu'à présent en tout cas, par les virus lepénistes. Bref, il faut conclure, pour garder l'analogie corporelle, le Front National, c'est une maladie de peau. Voilà. Je ne sais pas si c'est une lèpre, une gale, mais c'est au centrique une maladie de peau, c'est-à-dire c'est un mal qui se porte sur la frontière. Et il se passe quelque chose, bon, cette frontière qui joue le même rôle face à la structuration du corps politique national que la peau dans le corps humain, dans le sac de peau que nous sommes tous, cette frontière, elle craque. Elle craque, elle est menacée par l'intrusion du dehors, et donc on cherche à faire carapace. On cherche à faire une seconde peau plus dure, plus puissante, plus résistante. Ça, bon, dans l'existence individuelle, ça porte des noms de maladies, ça, des noms de psychoses. On sait très bien que face à certaines tendances à la dislocation du corps, à la dislocation psychotique de l'image du corps, certains psychotiques, certains schizophrènes réagissent en se repliant sur eux-mêmes, en obturant les orifices, en pensant qu'ils n'ont pas de bouche, qu'ils n'ont pas d'yeux, qu'ils n'ont pas d'anus, en essayant de se faire une seconde peau, une sorte de carapace. Pensez aussi à la dimension psychotique de ce genre de mouvement politique. Bon, c'est une question qu'on peut discuter. Alors voilà, bon, la conclusion de tout ça, c'est que je pense que nous ne sommes pas en démocratie, parce qu'on n'est jamais en démocratie. La démocratie survient, elle surgit, elle met en crise l'ordre existant. Mais alors, on est où alors si on n'est pas en démocratie, question? Je crois que la réponse est toute simple, et là encore, il faut parler grec. Il y a un beau mot grec qui était redécouvert et réinventé par les Russes il y a une vingtaine d'années, c'est le mot oligarchie. Je trouve que c'est très intéressant, parce que ce sont les Russes qui ont retrouvé ce vieux terme platonicien. Enfin, l'oligarchie, c'est le pouvoir d'un petit nombre, qui est, ça peut être le pouvoir des experts, ou le pouvoir des riches, ou des riches experts, ou des experts au service des riches, mais c'est très exactement le régime où nous vivons. Simplement, on a une oligarchie ouverte, relativement ouverte, puisque la caste dominante n'est pas totalement fermée, comme pouvait l'être en partie la noblesse dans ces régimes, ou les castes dans le système hindou, ou encore là ça bouge un peu aussi. C'est une caste dominante qui est ouverte, qui se reproduit à travers certains examens, certaines grandes écoles. Mais bon, pour occuper aujourd'hui la position dominante dans l'État, il vaut mieux sortir de l'ENA, et même, disons, de la promotion Voltaire de l'ENA, comme chacun sait. Donc c'est un tout petit groupe du peuple français qui fonctionne comme caste en s'auto-reproduisant, et ça mérite le nom d'oligarchie. C'est une oligarchie représentative dans laquelle toute une série d'éléments de la démocratie ont été imposés par les luttes, et le suffrage universel a été conquis par des luttes violentes, longues, complexes, pendant plus d'un siècle. Donc le mouvement populaire, le mouvement démocratique, le mouvement ouvrier ont rendu mixte cette oligarchie, l'ont rendu plus ouverte. Tant mieux. Il vaut mieux vivre sous l'oligarchie de François Hollande, Sarkozy-Hollande, que sous l'oligarchie de Poutine. Je pense qu'on est d'accord sur ce point de vue-là, ou celle de Franco ou d'autres personnages. Et ça reste une oligarchie. C'est-à-dire qu'on n'est pas en démocratie, et la démocratie se définit aussi contre cela, comme l'irruption de ce qui vient perturber le règne de l'oligarchie. Et donc, bon, tous ceux qui défendent d'une manière ou d'une autre l'oligarchie, et les différentes formes d'oligarchie, c'est-à-dire le droit de remplacer démocratiquement tous les 4 ans ou 5 ans un oligarque par un autre, tous ceux qui défendent l'oligarchie, forcément, sont conduits à la crispation identitaire, d'une manière ou d'une autre. Donc la crispation identitaire n'est pas le lot du seul bloc identitaire, qui sont un peu nombreux, mais c'est le mouvement même d'une société qui sont menacées par des incorporations du social.
donc par la dynamique irréversible de la démocratie. Et ça peut produire toutes sortes de fascisme, ça peut produire toutes sortes de réactions et toutes sortes de terreurs. Voilà, donc voilà, j'arrête là, il y a encore beaucoup à dire, je vais faire un peu, pour laisser circuler un peu la parole. C'est ma manière un petit peu de... C'est un peu scolaire, excusez-moi, mais de resituer un petit peu quelques définitions de base pour éviter de se laisser piéger par les mots, en croyant par exemple qu'on est en démocratie. Ce n'est pas le cas. La démocratie est toujours à inventer, toujours à reconquérir, toujours à reconstruire dans l'action. Peut-être vivons-nous dans une société post-démocratique, c'est possible aussi. Une société qui se caractériserait par l'éclipse du démos, par l'épuisement du démos. Peut-être que le monde démocratique, notamment sous la forme qui est la sienne pendant plus d'un siècle, le monde ouvrier, socialiste, communiste, révolutionnaire, peut-être que cette dimension-là de démocratie moderne est en train de s'épuiser ou qu'elle traverse une éclipse, une phase d'épuisement dans laquelle tous les partis, syndicats ou groupes importants qui prétendent se réclamer cette tradition-là l'ont en fait trahi depuis un certain temps pour allier l'oligarchie dominante. C'est très possible. Et c'est très inquiétant parce que, bon, au fond, le peuple, ça peut se dire en grec de deux manières. Soit c'est démos, soit c'est ethnos. Le démos, c'est le petit peuple, c'est la plèbe, c'est les dominés, ceux qui n'ont pas droit au pouvoir. Ethnos, c'est le groupe ethnique, le bloc. Alors j'ai l'impression que lorsque le peuple, au sens démocratique, s'éclipse ou s'efface, lorsqu'il tend à disparaître ou à partir aux abonnés absents, ce qui les remplace, c'est l'autre figure, l'autre versant du peuple. Le peuple, dans sa dimension massive, sa dimension, bon, ceux de chez nous, ceux d'ici, de Vendée ou d'ailleurs. Le peuple comme identité à soi, comme le peuple identitaire, l'ethnos. Et donc, ce qui va à l'encontre maintenant de la démocratie, c'est le péril ethnocratique, pourrait-on dire. C'est la menace de l'ethnos sous ses différentes formes, le racisme, xénophobie, etc. etc. Voilà, c'est quelques définitions de base que je voulais lancer un peu dans le débat pour cadrer un petit peu la discussion et pour l'ouvrir.